Pardon, j'ai posé la main sur un chardon. Aïe. Ça va. Tout va bien. Bonjour, bienvenue sur Avon Morgan. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes en forme, que vous profitez peut-être des vacances. Voilà. Je vais reprendre tout de suite la lecture de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Alors, pardon, je ne suis pas à la page, évidemment. Peut-être ? Pardon. Chapitre 21. Les pressentiments, les affinités, les signes sont choses étranges qui, en se combinant, forment un mystère dont l'humanité n'a pas encore trouvé la clé. De ma vie, je n'ai ri des pressentiments car j'en ai eu moi-même de singuliers. Je crois qu'il existe des affinités. Par exemple, entre des parents qu'une grande distance, qu'une longue absence ont rendu complètement étrangers les uns aux autres. Affinités qui, en dépit du manque de relations, attestent l'unité de la source à laquelle chacun fait remonter son origine. Ce jeu échappe à la raison. Quant aux signes, pour autant que nous le sachions, ils ne sont sans doute que l'expression des affinités entre la nature et l'homme. Quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans, j'entendis un soir Bessie Leaven dire à Martha Abbott qu'elle avait rêvé d'un petit enfant, ce qui était un signe certain de malheur pour soi-même ou pour les siens. Ce dicton aurait pu s'effacer de ma mémoire si un événement ne s'était produit aussitôt après qu'il y fixa d'une manière indélébile. Le lendemain, Bessie dut aller chez elle au chevet de sa petite sœur qui venait de mourir. Depuis quelque temps, ce dicton et cet incident m'étaient souvent revenus à la mémoire, car durant toute la semaine précédente, il ne s'était guère passé de nuit qui ne m'eût fait rêver d'un enfant. Tantôt je le calmais en le prenant dans mes bras, tantôt je le faisais sauter sur mes genoux, tantôt je le regardais jouer avec des pâquerettes sur une pelouse ou tremper ses mains dans l'eau courante. Une nuit, c'était un enfant pleurnicheur, la nuit suivante, c'était un bébé rieur. Il se blottissait contre moi ou me fuyait en courant. Quelle que fût son humeur, quel que fût son aspect, cette apparition ne manqua pas de se présenter à moi pendant 7 nuits consécutives, dès que je pénétrais au pays du sommeil. Cette persistance d'une même idée, ce curieux retour d'une même image ne m'était pas agréable. Je devenais nerveuse à mesure que l'heure du coucher approchait, car c'était le moment où la vision revenait. C'est en compagnie de ce bébé fantôme que j'avais entendu le cri qui m'éveilla pendant la nuit de clair de lune. Et ce fut l'après-midi du jour suivant que l'on vint me dire de descendre dans le petit salon de Mrs. Fairfax, où quelqu'un me demandait. En y arrivant, je trouvai un homme qui m'attendait. Il avait l'aspect d'un serviteur de bonne maison. Il était en grand deuil et tenait à la main un chapeau entouré d'une bande de crêpes. « Vous ne devez guère vous souvenir de moi, Miss, dit-il, se levant à mon entrée. Je m'appelle Leaven. J'étais cocher chez Mrs. Reed quand vous habitiez Gateshead, il y a de cela 8 ou 9 ans, et j'y suis toujours. »« Oh, Robert, comment allez-vous ? Je me souviens très bien de vous. De temps en temps, vous me faisiez faire un petit tour sur le poney bay de Miss Georgiana. Et comment va Bessie ? N'avez-vous pas épousé Bessie ? » ?»« Oui, Miss, ma femme se porte très bien, je vous remercie. Elle m'a donné un autre bébé il y a 2 mois. Nous en avons 3 à présent et la mère est en bonne santé, ainsi que les enfants. »« Comment vont-ils tous au manoir, Robert ? Je regrette de ne pouvoir vous donner de meilleures nouvelles. Tout va mal pour eux en ce moment. Ils ont de graves ennuis. »« J'espère que personne n'est mort, » dis-je, portant les yeux sur ses vêtements noirs. Il regarda lui aussi le crêpe qui entourait son chapeau et répondit. « Il y a eu hier 8 jours que Mr. John est mort dans son appartement de Londres. »« Mr. John ?
Oui. Comment sa mère supporte-t-elle ce coup? Voyez-vous, Miss Eyre, ce n'est pas un malheur ordinaire. Mr. John a mené une vie déréglée. Depuis 3 ans, il s'est conduit d'une manière étrange et sa mort a été horrible. Bessie m'avait appris qu'il ne se conduisait pas bien. Il ne pouvait guère se conduire plus mal. Il a ruiné sa santé et perdu sa fortune en compagnie d'hommes et de femmes les plus abjects qui soient. Il a fait des dettes et a été mis en prison. Grâce à sa mère, il a pu en sortir 2 fois. Mais aussitôt qu'il était libre, il retournait à ses anciens compagnons et reprenait ses mauvaises habitudes. Il avait la tête faible, et les coquins parmi lesquels il vivait l'ont roulé au-delà de tout ce que j'ai jamais entendu dire. Il est venu à Gateshead, il y a environ 3 semaines, pour demander à madame de tout lui abandonner. Madame a refusé. Ses moyens sont depuis longtemps réduits par les extravagances de son fils. Il s'en est donc retourné et les premières nouvelles furent celles de sa mort. Comment est-il mort? Dieu seul le sait. On dit qu'il s'est suicidé. Je demeurai silencieuse. Ces nouvelles étaient terribles. Robert Leven reprit. Madame elle-même ne va pas bien depuis quelque temps. Elle était devenue très forte, sans être pour autant résistante. Les pertes d'argent, la crainte de la pauvreté l'avaient complètement accablée. Lorsqu'elle apprit si brusquement la mort de Mr. John, la façon dont elle s'était produite, elle a eu une attaque. Elle est restée 3 jours sans parler. Mais mardi dernier, elle a eu l'air d'aller mieux et semblait vouloir dire quelque chose. Elle n'a cessé de faire des signes à ma femme tout en marmonnant. C'est seulement hier matin que Bessie a compris qu'elle prononçait votre nom et a fini par saisir ces mots. « Amenez-moi Jane. Allez chercher Jane Eyre, je veux lui parler. » Bessie se demande si elle a bien toute sa tête, si ses paroles ont vraiment un sens. Elle en informa cependant Miss Eliza et Miss Georgiana en leur conseillant de vous envoyer chercher. Les jeunes demoiselles ont d'abord remis cela à plus tard, mais leur mère devint si agitée et répéta tant de fois « Jane, Jane » qu'à la fin elles y ont consenti. Je suis partie hier de Gateshead, et s'il vous est possible d'être prête, Miss, je voudrais bien repartir avec vous demain matin, de bonne heure. Oui, Robert, je serai prête. Il me semble que je dois y aller. À moi aussi, Miss. Bessie avait bien dit que vous ne refuseriez certainement pas de venir, mais je suppose qu'il vous faudra demander la permission avant de pouvoir partir. Oui, et je vais le faire tout de suite. Je le conduisis dans la salle des domestiques et le recommandai aux bons soins de la femme de John et de John lui-même. Puis je me mis à la recherche de Mr. Rochester. Il n'était dans aucune des pièces du bas, il n'était pas dans la cour, ni aux écuries, ni dans le parc. Je demandai à Mrs. Fairfax si elle l'avait vu. Oui, elle croyait qu'il faisait une partie de billard avec Miss Ingram. J'allai en hâte à la salle de billard, d'où venait le cliquetis des billes et le murmure des voix. Mr. Rochester, Miss Ingram, les 2 Mrs. Ashton et leurs admirateurs étaient tous absorbés par leur jeu. Il fallait un certain courage pour interrompre une partie aussi intéressante, mais je ne pouvais remettre à plus tard le soin de m'acquitter de mon message. Je me dirigeais donc vers mon maître qui était debout à côté de Miss Ingram. À mon approche, elle se retourna et me dévisagea avec dédain. Ses yeux semblaient interroger. Que peut bien vouloir cette créature rampante? Et lorsque j'eus dit à voix basse « Mr. Rochester », elle fit un mouvement comme si elle avait envie de me chasser. Je la vois encore, pleine de grâce, attirant vraiment les regards. Elle portait une robe du matin, en crêpe, bleu ciel. Une écharpe de gaze, même couleur, s'enroulait dans ses cheveux. Le jeu l'avait animée et son orgueil irrité n'atténuait pas l'expression hautaine de ses traits. « Cette personne a-t-elle besoin de vous ?» demanda-t-elle à Mr. Rochester qui se tourna pour voir qui était cette personne. Il fit une de ces curieuses grimaces, d'une expression étrange et équivoque qui lui était propre, laissa tomber la queue de billard qu'il tenait et quitta la pièce derrière moi. « Eh bien, Jane, dit-il en s'appuyant le dos contre la porte de la salle d'études, qu'il avait refermée. « Voulez-vous m'accorder 1 ou 2 semaines de congé, monsieur ?»« Pourquoi faire? Pour aller où ?»« Pour aller voir une dame malade qui m'envoie chercher. »« Quelle dame malade? Où habite-t-elle ?»« À Gateshead, dans le comté de... » « Dans le comté de... C'est à 100 milles d'ici. Qui peut-elle bien être pour vous demander d'aller la voir si loin? »« Elle s'appelle Reed, monsieur. Mrs. Reed. »« Reed de Gateshead ?» Il y avait un Reed de Gateshead qui était magistrat. « C'est sa veuve, monsieur. »« Et qu'avez-vous à faire avec elle? Comment la connaissez-vous ?»« Mr. Reed était mon oncle, le frère de ma mère. »« Diable,
Il était le frère de votre mère. Vous ne m'en avez jamais parlé. Vous m'avez toujours dit que vous n'aviez pas de parents. Pas de parents qui veuillent me reconnaître, monsieur. Mr. Reed est mort et sa femme m'a rejeté. Pourquoi ? Parce que j'étais pauvre, j'étais un fardeau pour elle, enfin elle me détestait. Mais Reed a laissé des enfants, vous devez avoir des cousins. Sir George Lynn parlait hier d'un Reed de Gateshead qui, disait-il, était un des plus fiefés mauvais sujets de la ville. Et Ingram a parlé d'une Georgiana Reed de Gateshead également, qui a été très admirée à Londres pour sa beauté il y a une saison ou deux. John Reed est mort, monsieur. Il s'est ruiné et a ruiné à demi sa famille. On suppose qu'il s'est suicidé. Cette nouvelle a porté un tel coup à sa mère qu'elle a provoqué une attaque d'apoplexie. Mais en quoi pouvez-vous lui être utile ? C'est une folie, Jane. L'idée ne me viendrait jamais de parcourir 100 milles pour aller voir une vieille dame qui sera peut-être morte avant que vous ne soyez auprès d'elle. D'ailleurs, vous dites qu'elle vous a rejeté. Oui, monsieur, mais il y a longtemps de cela. Sa situation était bien différente alors. Je ne serais pas tranquille si je ne répondais pas à présent à son désir. Combien de temps serez-vous absente ? Aussi peu que possible, monsieur. Promettez-moi de ne rester qu'une semaine. Je préférerais ne pas m'engager. Je puis me trouver dans l'impossibilité de tenir ma parole. En tout cas, vous reviendrez, n'est-ce pas ? Vous ne vous laisserez persuader sous aucun prétexte de rester définitivement auprès d'elle. Oh non, je reviendrai certainement si tout va bien. Qui va vous accompagner ? Vous n'allez pas faire ce voyage de 100 000 toute seule. Non, monsieur, Mrs. Reed a envoyé son cocher. Est-ce un homme en qui l'on peut avoir confiance ? Oui, monsieur, voilà 10 ans qu'il est dans la famille. Mr. Rochester réfléchit. Quand désirez-vous partir ? Demain matin, de bonne heure, monsieur. Mais il vous faut de l'argent, vous ne pouvez pas voyager sans argent, et je suppose que vous n'en avez guère. Vous n'avez pas encore reçu vos gages. Combien possédez-vous en tout et pour tout, Jane ? Demanda-t-il en souriant. Je sortis ma bourse qui était bien plate. 5 shillings, monsieur. Il prit la bourse, versa le trésor dans sa main ouverte, avec un petit rire, comme s'il était content de l'avoir aussi peu garni. Il tira alors son portefeuille. « Tenez, dit-il, m'offrant un billet de banque. Un billet de 50 livres, alors qu'il ne m'en devait que 15. Je lui dis que je n'avais pas de monnaie. Je ne veux pas de monnaie, vous le savez bien, ce sont vos gages. Je refusai d'accepter plus qu'il ne m'était dû. Il commença par froncer le sourcil, puis se ravisant dit « Bien, il vaut mieux ne pas tout vous donner maintenant. Si vous aviez 50 livres, vous resteriez peut-être absente 3 mois. En voici 10, n'est-ce pas suffisant ? Si, monsieur, mais à présent, vous m'en devez encore 5. Vous reviendrez les chercher alors. Je suis votre banquier pour 40 livres. Mr. Rochester, je voudrais vous parler aussi d'une autre affaire, puisque l'occasion s'en présente. Quelle affaire ? Je suis curieux de savoir ce dont il s'agit. Ne m'avez-vous pas dit, monsieur, que vous alliez bientôt vous marier ? Oui, alors. Dans ce cas, monsieur, il faudrait qu'Adèle allât en pension. Je suis sûre que vous en verrez vous-même la nécessité. Pour que ma femme ne la trouve pas sur son chemin, sinon elle risquerait de la piétiner un peu trop lourdement. C'est assez sensé ce que vous proposez là. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Il faudra, comme vous le dites, qu'Adèle aille en pension. Et vous, bien entendu, il faudra que vous alliez tout droit au diable. J'espère que non, monsieur. Mais il va falloir que je cherche une situation ailleurs. Naturellement, s'exclama-t-il d'un ton nasillard, tout en grimaçant d'une manière à la fois curieuse et comique. Il me regarda pendant quelques minutes. « Et vous allez prier la vieille Mrs. Reed ou les Mrs. ses filles de vous chercher une situation, je suppose ?»« Non, monsieur. Je ne suis pas en assez bon terme avec elles pour me permettre de leur demander un service. Mais je ferai paraître une annonce dans un journal. »« Vous allez escalader les pyramides d'Égypte, dit-il en maugréant. Vous ferez paraître une annonce à vos risques et périls. Que ne vous ai-je donné un souverain au lieu de 10 livres ? Rendez-moi 9 livres, Jane, j'en ai l'emploi. Et moi aussi, monsieur, répliquai-je en mettant mes mains et ma bourse derrière mon dos. Je ne peux me passer de cette somme sous aucun prétexte. Petit avare, dit-il. Vous me refusez une aide pécuniaire ? Donnez-moi 5 livres, Jane. Pas 5 shillings, monsieur, ni même 5 pence. Laissez-moi seulement jeter un coup d'œil sur votre fortune. Non, monsieur, on ne peut pas se fier à vous. Jane, monsieur, promettez-moi une chose. Je vous promettrai tout ce que je crois pouvoir vraisemblablement tenir. Ne faites pas paraître d'annonce. Remettez-vous-en à moi pour la recherche d'une situation. Le moment venu, je vous en trouverai une. Bien, monsieur,
Je serai heureuse de m'en remettre à vous si, à votre tour, vous voulez bien me promettre qu'Adèle et moi serons en sécurité hors de la maison avant que votre femme n'y entre. Très bien, je vous en donne ma parole. Alors, vous partez demain ? Oui, monsieur, de bon matin. Descendrez-vous au salon après dîner ? Non, monsieur, je dois faire mes préparatifs de voyage. Alors il faut nous dire adieu pour quelque temps ? Je le pense, monsieur. Comment s'effectue donc cette cérémonie des adieux, Jane ? Apprenez-le-moi, je ne suis guère au courant. On dit adieu ou ce que l'on veut. Alors dites-le. Adieu, monsieur Rochester. Du moins pour le moment. Et moi, que dois-je dire ? La même chose, si cela vous plaît, monsieur. Adieu, Miss Eyre. Du moins pour le moment. Est-ce tout ? Oui. Cela me paraît bien insignifiant, sec et peu amical. J'aimerais quelque chose d'autre, une petite addition au rite, si nous nous serrions la main, par exemple. Mais non, cela ne me satisferait pas non plus. Alors vous ne dites rien d'autre qu'adieu, Jane. C'est suffisant, monsieur. Un mot qui part du cœur peut exprimer autant de souhaits que de nombreuses paroles. Sans doute, mais ce mot « adieu » est si vide, si glacial. Combien de temps va-t-il demeurer là, le dos contre la porte, me demandai-je. Il faut que je commence à préparer mes bagages. La cloche du dîner retentit alors, aussi sortit-il brusquement sans ajouter une syllabe. Je ne le revis plus ce soir-là et je partis le lendemain avant qu'il fût levé. J'arrivai à la loge du portier à Gateshead vers 5 heures de l'après-midi le 1er mai. Je m'y arrêtai avant de monter au manoir. Tout y était très propre, bien tenu. Les fenêtres décorées de vitres de couleur étaient garnies de petits rideaux blancs. On ne voyait pas une tache sur le dallage. La grille, la pelle et les pincettes reluisaient et un feu clair brûlait dans la cheminée. Bessie, assise près du foyer, allaitait son dernier né, tandis que Robert et sa sœur jouaient tranquillement dans un coin. « Dieu vous bénisse, je savais bien que vous viendriez » s'écria Mrs. Leven dès que j'entrai. « Oui, Bessie, dis-je, après l'avoir embrassée. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Comment va Mrs. Reed ? J'espère qu'elle est encore en vie. » Oui, elle est encore en vie. Elle est même plus lucide et plus calme qu'elle ne l'était. Le docteur dit qu'elle pourra traîner encore 1 semaine ou 2, mais il ne croit guère qu'elle puisse guérir. A-t-elle parlé de moi récemment ? Elle parlait de vous ce matin encore, souhaitant que vous veniez, mais elle dort à présent. Ou du moins elle dormait il y a 10 minutes, lorsque je suis montée au manoir. Elle reste ordinairement plongée dans une sorte de léthargie pendant tout l'après-midi et se réveille vers 6 ou 7 heures. Voulez-vous reposer ici pendant 1 heure, Miss, et je monterai ensuite avec vous. Robert entra à ce moment. Bessie posa dans son berceau l'enfant endormi pour souhaiter la bienvenue à son mari. Après quoi elle insista pour me faire enlever ma capote et prendre le thé, disant qu'elle me trouvait pâle et fatiguée. J'étais heureuse d'accepter son hospitalité. Je la laissais me débarrasser de mes vêtements de voyage aussi passivement que je me laissais déshabiller par elle dans mon enfance. Les souvenirs du vieux temps me revenaient en foule, tandis que je la regardais s'affairer, mettre son plus beau service de porcelaine sur le plateau, couper le pain et le beurre, préparer des toasts avec le gâteau pour le thé. Donner de temps en temps au petit Robert ou à Jane une légère tape ou bien les envoyer promener comme elle faisait autrefois avec moi. Bessie avait conservé son tempérament vif, son pas léger, son joli visage. Lorsque le thé fut prêt, j'allais m'approcher de la table quand, du même ton péremptoire que jadis, Bessie me dit de rester tranquillement assise. Elle déclara que je devais être servie au coin du feu et plaça devant moi une petite table ronde avec une tasse et une assiette de toast, tout comme jadis elle disposait à mon intention, sur une chaise de la nurserie, quelques friandises secrètement dérobées. Je souris et lui obéis, comme au temps passé. Elle voulut savoir si j'étais heureuse à Thornfield Hall, quel genre de personne était ma maîtresse. Quand je lui eus dit qu'il n'y avait qu'un maître, elle me demanda s'il était sympathique et s'il me plaisait. Je lui répondis qu'il était plutôt laid, mais se comportait en véritable gentleman, me traitant avec bonté et que j'étais satisfaite. Puis je lui décrivis la brillante société qui séjournait à Thornfield. Bessie, qui était friande de ce genre de détails, les écoutait avec intérêt. Tout en conversant ainsi, l'heure fut vite passée. Bessie me rendit ma capote, etc. et nous quittâmes la loge ensemble pour nous rendre au manoir. C'était également en sa compagnie que, près de 9 ans auparavant, j'avais descendu l'allée que je remontais à présent.
par un matin obscur, brumeux et glacial de janvier, j'avais laissé ce toit hostile, le cœur désespéré, rempli d'amertume, me sentant proscrite et réprouvée, pour aller à la recherche du froid refuge de Lowood, cette retraite inconnue et si lointaine. Le même toit hostile se dressait de nouveau devant moi. Mon avenir était encore incertain, mon cœur toujours angoissé. J'avais encore l'impression d'errer sur la terre, mais j'éprouvais plus de confiance en moi-même, en mes propres forces. L'oppression ne me faisait plus si terriblement peur. La blessure béante des torts subis était maintenant complètement cicatrisée, la flamme du ressentiment éteinte. « Vous allez d'abord entrer dans la petite salle à manger, me dit Bessie, qui me précédait dans le vestibule. Les jeunes demoiselles doivent y être. Un instant après, j'étais dans cette pièce. Rien n'avait été modifié dans le mobilier, depuis le matin où j'avais été présentée pour la première fois à Mr. Brocklehurst. Le tapis même sur lequel il se tenait debout couvrait toujours le devant du foyer. Jetant un coup d'œil sur la bibliothèque, je crus reconnaître les 2 volumes des Oiseaux de Grande-Bretagne de Bewick, à leur ancienne place, sur le 3e rayon, et les Voyages de Gulliver, les 1001 nuits, juste au-dessus. Les objets inanimés n'avaient pas changé, mais il était difficile de reconnaître les êtres vivants. 2 jeunes femmes parurent devant moi, l'une très grande, presque aussi grande que Miss Ingram, très mince aussi, avec un teint jaunâtre, l'air austère. Elle avait dans son aspect quelque chose d'ascétique qu'accentuait encore l'extrême simplicité d'une robe de laine noire à jupe droite, avec un col de toile empesé, les cheveux tirés en arrière, découvrant les tempes, enfin un chapelet à grains d'ébène et un crucifix, ornement digne d'une religieuse. J'étais sûre que c'était Élisa, bien que j'eusse de la peine à découvrir une ressemblance entre ce visage allongé, sans couleur, et ce qu'il avait été autrefois. L'autre était non moins certainement Georgiana, mais non pas la Georgiana dont je me souvenais, la fillette de 11 ans, svelte aux allures de fée. C'était une jeune fille parfaitement épanouie, très potelée, belle comme une figure de cire, avec de jolis traits réguliers, des yeux bleus pleins de langueur et des boucles blondes. Elle portait aussi une robe noire, mais d'une coupe si différente de celle de sa sœur, tellement plus ample, plus saillante, qu'elle était aussi élégante que l'autre était sévère. Chez l'une et l'autre sœur, on ne retrouvait qu'un seul trait de leur mère. L'aînée pâle et mince avait ses yeux, ceux des Cairngorm. La luxuriante cadette, resplendissante de beauté, avait la même contexture des mâchoires et du menton, légèrement atténuée peut-être, mais donnant pourtant une inexprimable dureté à ce visage par ailleurs si voluptueux et si souriant. Lorsque je m'avançai, les 2 jeunes demoiselles se levèrent pour me saluer et m'appelèrent Miss Eyre. Élisa m'accueillit d'un ton brusque et sec sans un sourire, après quoi elle se rassit, fixa les yeux sur le feu et parut m'oublier. Georgiana ajouta à son « Comment allez-vous » quelques remarques banales sur mon voyage, sur le temps, et ainsi de suite, d'une voix un peu traînante, tout en me jetant des regards de côté qui me toisaient de la tête aux pieds, se posaient avec insistance sur les plis de mon manteau de mérinos brun, ou s'attardaient sur la garniture toute simple de ma capote campagnarde. Les jeunes femmes du monde ont un remarquable talent pour vous laisser entendre qu'elles vous trouvent ridicule sans le formuler expressément. Un certain dédain dans le regard, la froideur des manières, un ton indifférent, expriment parfaitement leurs pensées à cet égard, sans leur faire courir le risque de se compromettre par des paroles ou des actes réellement offensants. Mais un air méprisant, direct ou dissimulé, n'avait plus sur moi le même pouvoir qu'autrefois. Tandis que j'étais ainsi assise entre mes cousines, je fus étonnée de me trouver autant à l'aise devant la complète indifférence de l'une et les attentions à demi railleuses de l'autre. Élisa n'arrivait pas plus à m'humilier que Georgiana ne réussissait à me décontenancer. À vrai dire, j'avais bien autre chose à penser. Depuis quelques mois, j'avais été secouée par des émotions bien plus fortes. J'avais ressenti des peines et des joies beaucoup plus violentes et aiguës que celles qu'il était en leur pouvoir de me faire éprouver, de m'infliger, de me donner, et leurs manières affectées ne pouvaient me toucher. « Comment va, Mrs. Reed ?» demandai-je bientôt, regardant tranquillement Georgiana qui, devant cette question directe, jugea bon de se rengorger comme si j'avais pris une liberté à laquelle elle ne s'attendait pas. « Mrs. Reed ? Ah, vous voulez dire maman ? Elle est extrêmement mal. Je ne crois pas que vous puissiez la voir ce soir. Si vous vouliez bien monter lui dire que je suis arrivée, je vous en serais fort obligée. »
Georgiana faillit sursauter et ouvrit tout grand ses yeux bleus pleins de surprise. « Je sais qu'elle tenait particulièrement à me voir, ajoutai-je, et je ne voudrais pas tarder plus qu'il n'est absolument nécessaire à répondre à son désir. »« Maman n'aime pas qu'on la dérange le soir, » fit observer Lisa. Je me levai bientôt et, sans y être invitée, j'enlevai avec calme ma capote, mes gants, me disant que j'allais demander à Bessie, qui devait être à la cuisine, de s'assurer si Mrs. Reed était disposée ou non à me recevoir ce soir. Je partis donc trouver Bessie, la chargeai de mon message et me mis en devoir de prendre d'autres dispositions. L'arrogance jusque-là m'avait toujours effarouchée. Si j'avais l'an dernier reçu un accueil semblable à celui d'aujourd'hui, j'aurais décidé de quitter Gateshead le lendemain matin même. Mais j'eus soudain conscience que ce serait folie d'agir ainsi. J'avais fait un voyage de 100 milles pour voir ma tante. Je devais rester jusqu'à ce qu'elle se sentît mieux ou qu'elle fût morte. Je n'avais qu'à prendre mes initiatives sans tenir compte de l'orgueil et de la sottise de ses filles. Je m'adressai donc à la gouvernante, lui demandant de m'indiquer une chambre pour la durée de mon séjour, qui pourrait être d'1 ou 2 semaines. Je fis porter ma malle dans ma chambre et j'allais m'y rendre moi-même lorsque je croisai Bessie sur le palier. « Madame est réveillée, me dit-elle. Je lui ai dit que vous étiez là. Venez, nous allons voir si elle va vous reconnaître. » Il était inutile de me montrer le chemin de cette chambre bien connue, où j'avais été si souvent appelée, jadis pour recevoir un châtiment ou une réprimande. J'y allais en hâte. Suivie de Bessie, et j'ouvris doucement la porte. Une lumière voilée était sur la table, car la nuit tombait. Il y avait là le grand lit à 4 colonnes avec ses rideaux couleur d'ambre, comme autrefois, la table de toilette, le fauteuil et le tabouret sur lequel j'avais 100 fois été condamnée à m'agenouiller pour demander pardon de fautes que je n'avais pas commises. Je regardais dans un certain coin, près de moi, m'attendant presque à y voir la mince silhouette d'une baguette jadis fort redoutée, toujours là, aux aguets, et prête à fondre sur moi tel un méchant lutin pour lacérer ma main tremblante ou mon cou qui se dérobait. Je m'approchai du lit. J'écartai les rideaux et me penchai sur la haute pile d'oreillers. Je me souvenais bien du visage de Mrs. Reed, et je cherchais ardemment à en retrouver l'image familière. Il est heureux que le temps calme les désirs de vengeance, fasse taire les sursauts de colère et de haine. J'avais quitté cette femme le cœur plein d'amertume et d'aversion, et voici que je revenais vers elle sans éprouver d'autre émotion qu'une sorte de compassion pour ses grandes souffrances et un vif désir d'oublier, de pardonner toutes les injures, de nous réconcilier, de nous serrer amicalement les mains. Le visage bien connu était là, sévère, inflexible comme toujours, l'œil si personnel que rien ne pouvait attendrir, le sourcil légèrement arqué, impérieux, despotique. Que de fois n'avait-il pas abaissé sur moi un regard chargé de menaces, de haine? Et comme le souvenir de mes terreurs, de mes chagrins d'enfant revivait en moi tandis que je retrouvais le contour plein de dureté, Et pourtant, je me penchai pour l'embrasser. Elle me regarda. « Est-ce là Jane Eyre ?» dit-elle. « Oui, tante Reed. Comment allez-vous, ma chère tante ?» J'avais un jour fait le serment de ne plus jamais l'appeler tante, mais j'estimais qu'il n'y avait aucun mal à oublier et à rompre à présent ce serment. Mes doigts avaient saisi sa main qui reposait sur le drap. Si elle avait pressé la mienne avec bonté, j'aurais à ce moment éprouvé un plaisir véritable. Mais les natures insensibles ne se laissent pas émouvoir si vite. Les antipathies naturelles ne s'extirpent pas aussi aisément. Mrs. Reed retira sa main, puis, détournant légèrement la tête, fit remarquer que la nuit était chaude. Elle me regarda de nouveau, d'un air si glacial que je sentis aussitôt qu'elle avait, et aurait toujours, la même opinion de moi, que ses sentiments à mon égard n'avaient pas changé et ne changeraient pas. Je vis dans ses yeux inexorables, impénétrables à la tendresse, impuissants à céder aux larmes, qu'elle était résolue à me juger à jamais avec défaveur. Un changement d'opinion ne lui aurait fait éprouver qu'un sentiment d'humiliation, sans aucun généreux plaisir. J'en ressentis de la peine, puis de la colère. Je résolus de la vaincre, de la dominer, en dépit de sa nature et de sa volonté.
J'avais les larmes aux yeux, comme dans mon enfance, mais je les fis refluer vers leur source. Je pris une chaise, m'assis au chevet du lit et me penchai sur l'oreiller. « Vous m'avez fait appeler, lui dis-je. Je suis venue, et je me propose de rester le temps de voir comment vous allez vous porter. »« Oh, bien sûr. Avez-vous vu mes filles ? » ?»« Oui. » « Vous pouvez leur dire que je désire vous garder jusqu'à ce que je puisse causer avec vous de certaines choses qui me préoccupent. Ce soir, il est trop tard et j'éprouve de la difficulté à me les rappeler. Il y a pourtant quelque chose que j'aurais voulu vous dire. Voyons. » Son air égaré et l'altération de sa parole révélaient les ravages faits dans ce corps, autrefois si robuste. Elle se retourna avec agitation, chercha à ramener sur elle draps et couvertures et s'irrita soudain parce que mon coude, appuyé sur un coin de la courte pointe, la retenait. « Redressez-vous donc, dit-elle, ne m'agacez pas en vous accrochant ainsi aux couvertures. Vous êtes bien Jane Eyre. »« Je suis Jane Eyre. J'ai eu avec cet enfant-là plus d'ennuis que nul ne pourrait l'imaginer. Quel fardeau m'avait été laissé sur les bras. Que de tourments elle m'a causé chaque jour et à toute heure, avec sa nature incompréhensible, ses soudains accès de colère, sa manière étrange d'épier continuellement vos faits et gestes. J'affirme qu'elle m'a parlé un jour comme une folle ou comme un démon. Jamais un enfant n'a proféré de telles paroles, avec un tel regard. J'ai été bien contente de me débarrasser d'elle. Quand on fait d'elle à Lowood, il y a eu une épidémie de fièvre, beaucoup d'élèves sont mortes. Elle pourtant n'est pas morte, mais j'ai dit qu'elle l'était. Que n'est-elle morte ? Quel singulier souhait, Mrs. Reed. Pourquoi la haïssez-vous ainsi ? J'ai toujours détesté sa mère, qui avait toutes les faveurs de mon mari dont elle était l'unique sœur. Il fut en désaccord avec sa famille quand celle-ci la désavoua en raison de sa mésalliance. Lorsque la nouvelle de sa mort est arrivée, il a pleuré comme un sot. Il a voulu faire venir le bébé, bien que je l'eus supplié de le mettre plutôt en nourrice, en subvenant à son entretien. Dès que je vis cette créature chétive, gémissante, souffreteuse, je la pris en grippe. Elle geignait toute la nuit dans son berceau, pleurnichait, se plaignait, au lieu de crier franchement, comme font les autres enfants. Reed en avait pitié. Il la berçait, il s'en occupait comme si elle avait été sa propre enfant. Bien plus même qu'il ne s'était occupé des siens à cet âge. Il essaya de faire aimer cette petite pauvresse de mes enfants, mais les chéris ne pouvaient la souffrir. Aussi se fâchait-il chaque fois qu'il laissait voir leur aversion. Durant sa dernière maladie, il aurait voulu l'avoir sans cesse à son chevet, et 1 heure seulement avant de mourir, il me fit jurer de la garder. J'aurais autant aimé me charger d'un marmot venant de l'hospice. Il était faible par nature. John ne ressemble pas du tout à son père. J'en suis bien contente. John est comme moi, comme mes frères. Fred Gibson. Oh, je voudrais bien qu'il cessât de me harceler de lettres pour me demander de l'argent. Je n'en ai plus à lui donner. Nous sommes sur le point d'être pauvres. Il faut que je renvoie la moitié des domestiques, que je ferme une partie de la maison ou que je la loue. Je ne m'y résoudrai jamais. Cependant, qu'allons-nous pouvoir faire ? Les 2/3 de mes revenus servent à payer les intérêts des hypothèques. John joue d'une façon terrible et perd toujours, le pauvre garçon. Il est la proie des greffins. John est tombé bien bas. Il s'est avili. Il a un regard effrayant. J'en ai honte pour lui quand je le vois. Elle devenait très excitée. Je crois que je ferais mieux de la laisser maintenant, dis-je à Bessie, qui se tenait debout de l'autre côté du lit. Peut-être feriez-vous mieux, miss, mais elle parle souvent ainsi à l'approche de la nuit. Le matin, elle est plus calme. Je me levai. « Attendez !» s'écria Mrs. Reed. « Il y a une autre chose que je voulais dire. Me menace sans cesse de se tuer ou de me tuer moi-même. Je rêve parfois que je le vois étendu, une large blessure à la gorge, ou le visage enflé et noirci. Me voici dans une étrange impasse, je suis accablée de tourments. Que faire ? Comment se procurer de l'argent ?» Bessie s'efforça alors de l'amener à prendre un sédatif et y réussit non sans peine. Bientôt Mrs. Reed se calma un peu et finit par s'assoupir. C'est alors que je la quittai. Il s'écoula plus de 10 jours avant que j'eusse un nouvel entretien avec elle.
Elle demeura la proie du délire ou d'un sommeil léthargique, et le docteur interdit tout ce qui était capable de l'impressionner péniblement. Pendant tout ce temps, je fis aussi bon ménage que possible avec Georgiana et Elisa. Elle s'était montrée d'abord pleine de froideur. Elisa passait la moitié de ses journées assise à coudre, à lire ou à écrire. C'est à peine si elle nous adressait la parole, à sa sœur comme à moi-même. Georgiana tenait des propos absurdes à son canari durant des heures entières sans faire la moindre attention à moi. J'étais cependant résolue à n'être pas en peine d'occupation ou de distraction. J'avais apporté tout ce qu'il fallait pour dessiner et j'en trouvais l'emploi pour ces fins. Munie d'une boîte de crayons et de quelques feuilles de papier, je m'asseyais un peu à l'écart, près de la fenêtre. Je composais de petites vignettes de fantaisie dont les sujets m'étaient suggérés au hasard et à tout moment par le kaléidoscope sans cesse mouvant de mon imagination. Une échappée sur la mer entre deux rochers, un navire passant sur le disque de la lune à son lever, une touffe de roseaux et de glaïeuls d'où émergeait la tête d'une naïade couronnée de fleurs de lotus. Un elfe assis dans le nid d'un moineau des bois sous une guirlande d'aubépines en fleurs. Un matin, je me mis à dessiner un visage, sans savoir ni me soucier de ce que serait ce visage. Je pris un crayon noir, tendre, que je taillais en pointe large et commençai à travailler. Bientôt apparurent sur le papier un front large et proéminent, ainsi qu'un bas de figure au contour carré. Cette ébauche me fit plaisir et mes doigts s'empressèrent d'y ajouter les traits. Il fallait tracer sous ce front des sourcils horizontaux fortement accentués, un nez de ligne droite et ferme, aux larges narines, une bouche assez grande et flexible, puis un menton volontaire, nettement marqué en son milieu par un sillon. Il fallait, bien entendu, quelques noirs favoris, des cheveux de jais en touffe sur les tempes et ondulés au-dessus du front. Quant aux yeux, je les avais gardés pour la fin, car ils exigeaient la plus minutieuse application. Je dessinais de grands yeux bien fendus, je traçais de longs cils noirs, des iris larges et brillants. Bien. Mais ce n'est pas tout à fait cela, pensais-je, en regardant l'effet qu'il produisait. Il faut à ses yeux plus d'ardeur, de vie. Aussi accentuai-je les ombres afin d'aviver l'éclat des parties lumineuses. Une ou deux touches heureuses m'assurèrent le succès. J'avais là, sous les yeux, un visage ami. Ces jeunes demoiselles pouvaient bien me tourner le dos, que m'importait. Je le contemplais, je souriais devant cette éloquente ressemblance. J'étais absorbée et satisfaite. « Est-ce là le portrait de quelqu'un que vous connaissez ?» demanda Elisa qui s'était approchée de moi à mon insu. Je lui répondis que cette tête n'était que le produit de mon imagination et m'empressais de la faire disparaître sous les autres feuilles de papier. Naturellement, je mentais. Ce portrait était en fait une représentation très fidèle de Mr. Rochester. Mais cela n'était d'aucun intérêt pour elle, ni pour personne, sauf pour moi. Georgiana, elle aussi, s'était avancée pour regarder. Les autres dessins lui plurent beaucoup, mais de celui-là, elle dit que cet homme était laid. Toutes deux parurent surprises de mon savoir-faire. Je leur offris d'esquisser leur portrait au crayon et chacune posa à son tour. Georgiana m'apporta alors un album sur lequel je promis d'ajouter une aquarelle, ce qui la mit tout de suite de bonne humeur. Elle me proposa de faire un tour dans le parc. Nous n'étions pas sortis depuis 2 heures que la conversation était devenue tout à fait confidentielle. Elle me gratifia de la description du brillant hiver qu'elle avait passé à Londres. Il y avait 2 saisons, me parla de l'admiration dont elle avait été l'objet, des hommages qu'elle avait reçus. Elle alla même jusqu'à faire des allusions au gentleman titré dont elle avait fait la conquête. Au cours de l'après-midi et de la soirée, ces allusions s'amplifièrent, elle me rapporta de tendres conversations, évoqua des scènes sentimentales. Bref, elle improvisa ce jour-là, à mon intention, tout un roman de la vie mondaine. Ses confidences se renouvelèrent chaque jour et roulaient toujours sur le même thème. Elle-même, ses amours, ses chagrins. Chose singulière, elle ne parlait jamais de la maladie de sa mère, de la mort de son frère, de l'avenir de la famille qui se trouvait présentement dans une situation désastreuse. Son esprit paraissait complètement absorbé par les souvenirs de ce joyeux passé et par ses aspirations vers de nouveaux plaisirs. Elle ne passait pas plus de 5 minutes par jour dans la chambre de sa mère malade. Elisa parlait toujours peu. Elle n'en avait manifestement pas le temps. Je n'ai jamais vu quelqu'un ayant l'air plus occupé.
Il était cependant difficile de dire ce qu'elle faisait, ou plutôt de voir le résultat de son activité. Elle avait un réveil pour se lever de bonne heure. Je ne sais à quoi elle s'occupait avant le petit déjeuner, mais après ce repas, son temps était distribué avec méthode, chaque heure avait sa tâche déterminée. 3 fois par jour, elle se plongeait dans un petit livre qui, je le vis après l'avoir examiné, était la liturgie. Je lui demandai un jour quel était le grand attrait de ce livre. Elle me répondit que c'était la rubrique. Elle passait 3 heures à broder avec du fil d'or le bord d'un carré de drap rouge presque assez grand pour servir de tapis. En réponse à ma question pour savoir à quoi elle le destinait, elle me dit que c'était un dessus d'autel pour une nouvelle église récemment bâtie près de Gateshead. Elle consacrait 2 heures à son journal, 2 heures à travailler toute seule dans le jardin potager, 1 heure à faire ses comptes. Elle n'éprouvait aucun besoin de société ni de conversation. Je crois qu'elle était heureuse à sa façon. Cette routine lui suffisait et rien ne la contrariait plus qu'un incident l'obligeant à varier son travail qui avait la régularité d'une horloge. Un soir, où elle était d'humeur plus communicative qu'à l'ordinaire, elle me dit que la conduite de John et la ruine qui menaçait la famille l'avaient profondément affligée, mais qu'elle avait à présent recouvré sa sérénité d'esprit et pris une décision. Elle avait mis sa propre fortune en sécurité. De la sorte, après la mort de sa mère, car, remarquait-elle tranquillement, celle-ci ne pourrait probablement pas recouvrer la santé, ni traîner longtemps, elle pourrait réaliser le projet longuement caressé de chercher un asile où rien ne viendrait troubler la ponctualité de ses habitudes, mettant ainsi des barrières sûres entre elle et un monde frivole. Je lui demandai si Georgiana l'accompagnerait. « Non, bien entendu, me répondit-elle. Georgiana et moi n'avons jamais eu rien de commun. Je ne voudrais pour rien au monde subir le fardeau de sa société. Georgiana agira à sa guise et moi à la mienne. » Georgiana, lorsqu'elle n'allégeait pas son cœur en me confiant ses secrets, passait la majeure partie de son temps étendue sur le canapé, déplorant la tristesse de la maison et espérant toujours que sa tante Gibson lui enverrait une invitation pour se rendre à Londres. Ce serait tellement mieux, disait-elle, si elle pouvait désencombrer la maison de sa personne pour 1 mois ou 2, jusqu'à ce que tout fût fini. Je ne lui demandais pas ce qu'elle voulait dire par là. Je suppose qu'elle faisait allusion à la mort attendue de sa mère et aux tristes cérémonies funèbres qui s'ensuivraient. Élisa ne faisait généralement pas plus attention à l'indolence et aux plaintes de sa sœur que si cet être oisif et gémissant n'avait pas été là. Un jour pourtant, tout en rangeant son livre de contes et prenant sa broderie, elle la sermonna soudain en ces termes. « Georgiana, jamais animal plus vain, plus stupide que vous n'a certes eu le loisir d'encombrer la terre. Vous n'aviez aucun droit à naître, car vous ne savez pas employer votre vie. Au lieu de vivre pour vous, en vous, avec vous, comme tout être raisonnable doit le faire, vous ne cherchez qu'à accrocher votre faiblesse à la force d'autrui. S'il ne se trouve personne pour accepter de porter le fait d'une créature aussi replète, aussi faible, aussi molle et inutile, vous clamez que vous êtes maltraité, négligé, misérable. Si l'existence n'est pas pour vous une scène sans cesse changeante et une source d'excitation, le monde vous paraît une prison. Vous avez besoin d'être admiré, courtisé, flatté. Si vous n'avez pas de musique, de danse, de société, vous languissez, vous dépérissez. N'avez-vous donc pas assez de bon sens pour imaginer un système de vie dans lequel tous vos efforts seraient soumis à votre volonté propre, vous libérant ainsi de la tutelle d'autrui ? Prenez une journée, divisez-la en plusieurs parties, assignez à chacune sa tâche, ne laissez perdre ni un quart d'heure, ni 10, ni 5 minutes, chaque instant devant y être inclus. Faites chaque chose à son tour, avec méthode, avec une inflexible régularité. Vous arriverez alors à la fin de la journée presque avant d'avoir eu conscience qu'elle a commencé et vous n'aurez aucun merci à dire à personne pour vous avoir aidé à passer un seul moment inoccupé. Vous serez passé de la compagnie, de la conversation, de la sympathie, de l'indulgence d'autrui. En un mot, vous aurez vécu comme doit vivre un être indépendant. Suivez ce conseil, le premier et le dernier que je vous donne, et quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas besoin de moi ni de personne.
Négligez-le, continuez à vivre comme vous l'avez fait jusqu'ici, à être insatisfaite, à vous lamenter, à rester oisive. Vous subirez les conséquences de votre sottise, si tristes et insupportables qu'elles puissent être. Je vais vous parler franchement. Écoutez mes paroles. Car, sans jamais les répéter, j'agirai résolument en accord avec elles. Après la mort de ma mère, je me laverai les mains de vous. Du jour où son cercueil aura été déposé dans le caveau de l'église de Gateshead, la séparation entre nous sera aussi grande que si nous ne nous étions jamais connus. N'allez pas croire, parce que le hasard nous a fait naître des mêmes parents, que je souffrirais de vous être assujetti, fût-ce par le plus léger des liens. Je puis ajouter ceci. Si la race humaine tout entière, à l'exception de nous deux, était détruite, si nous restions seuls sur la terre, je vous abandonnerais dans le vieux monde pour gagner le nouveau. Elle se tut. Vous auriez pu vous éviter la peine de débiter cette tirade, répondit Georgiana. Chacun sait que vous êtes la créature la plus égoïste, la plus dénuée de cœur qui soit au monde. Je sais que vous me haïssez avec dépit. J'en ai eu la preuve dans le tour que vous m'avez joué à propos de Lord Edwin Vere. Vous ne pouviez supporter l'idée de me voir accéder à un rang supérieur au vôtre, porter un titre, être reçu dans des milieux où vous n'oseriez pas montrer votre visage. Aussi m'avez-vous espionné, m'avez-vous dénoncé, avez-vous ruiné à jamais mon avenir. Georgiana prit alors son mouchoir et pendant 1 heure ne cessa de se moucher. Elisa resta assise, froide, impassible, assidue dans son travail. Il en est sans doute qui attachent peu d'importance aux sentiments sincères, généreux. Il se trouvait pourtant ici 2 natures qui, pour ne pas posséder ces sentiments, étaient l'une d'une intolérable acrimonie, l'autre d'une méprisable fadeur. La sensibilité sans la raison est vraiment un insipide breuvage, mais la raison que ne tempère la sensibilité est, pour l'homme, une bouchée trop coriace et amère à déglutir. Par un après-midi de pluie et de vent, Georgiana s'était endormie sur le canapé en lisant un roman. Elisa était allée assister à un service en l'honneur d'un saint à la nouvelle église. En matière de religion, elle était d'un formalisme rigide. Le temps ne l'empêchait jamais d'accomplir régulièrement ce qu'elle considérait comme ses devoirs religieux. Qu'il fît beau ou mauvais, chaque dimanche, elle se rendait 3 fois à l'église et, durant la semaine, suivait tous les offices. J'eus l'idée de monter voir dans quel état se trouvait cette femme mourante qui gisait là presque abandonnée. Les domestiques eux-mêmes ne s'en occupaient que de loin en loin. La garde que l'on avait engagée, peu surveillée, ne manquait pas une occasion de s'esquiver de la chambre. Bessie était fidèle, mais elle avait le souci de sa propre famille et ne pouvait venir au manoir qu'occasionnellement. Comme je m'y attendais, je trouvai la chambre de la malade sans surveillance. La garde n'était pas là. La malade reposait tranquillement, comme dans un sommeil léthargique, le visage livide enfoui dans les oreillers. Le feu se mourait dans la grille. J'y ajoutai du combustible, je remis en ordre les draps et les couvertures et considérai un instant celle qui, à présent, ne pouvait me voir. Enfin, je m'éloignai pour aller à la fenêtre. La pluie battait violemment contre les vitres. Le vent soufflait en tempête. Là gît un être, songeai-je, qui sera bientôt au-delà des éléments terrestres déchaînés. Où va s'envoler, à l'heure de sa libération, cet esprit qui lutte en ce moment pour quitter sa matérielle enveloppe? Tout en méditant sur ce grand mystère, je me mis à penser à Helen Burns. Les paroles prononcées par ses lèvres expirantes me revinrent en mémoire, ainsi que sa foi, sa doctrine sur l'égalité des âmes dans la désincarnation. Il me semblait entendre sa voix dont je me souvenais si bien. Je revoyais Hélène, diaphane, spiritualisée. Je revoyais son visage émacié, son regard sublime, sa sérénité, tandis qu'étendue sur son lit de mort, elle murmurait son ardent désir de retourner au sein de son divin Père, lorsqu'une faible voix, venant du lit qui était derrière moi, murmura « Qui est là ?» Je savais que Mrs. Reed n'avait pas parlé depuis plusieurs jours. Allait-elle revenir à la vie? Je m'approchai d'elle. « C'est moi, tante Reed. »« Qui, moi ?» répondit-elle. « Qui êtes-vous » Elle me regarda avec surprise, un peu alarmée.
sans cependant avoir l'air égaré. « Vous êtes tout à fait une étrangère pour moi. Où est Bessie ? » ?»« Elle est à la loge, tante. »« Tante » répéta-t-elle. « Qui donc m'appelle tante ? Vous n'êtes pas une Gibson, cependant je vous connais. Ce visage, ces yeux, ce front me sont très familiers. Vous ressemblez à... Mais vous ressemblez à Jane Eyre. Je ne dis rien, craignant de provoquer un choc si je déclarais mon identité. Pourtant, continua-t-elle, j'ai peur que ce ne soit une erreur. Je suis le jouet d'illusions. Je désirais voir Jane Eyre et j'imagine une ressemblance là où il n'en existe point. D'ailleurs, elle doit avoir beaucoup changé en 8 années. Je l'assurai alors avec douceur que j'étais bien la personne qu'elle croyait reconnaître et voulait voir. Je vis qu'elle me comprenait. Elle avait réussi à rassembler parfaitement ses idées. Aussi lui expliquai-je que c'était Bessie qui avait envoyé son mari me chercher à Thornfield. « Je suis très malade, je le sais, dit-elle presque aussitôt. J'ai essayé de me retourner il y a quelques minutes et j'ai constaté que je ne pouvais pas remuer un seul membre. Il vaut mieux que je soulage mon esprit avant de mourir. Il y a des choses auxquelles nous pensons peu quand nous sommes en bonne santé qui deviennent accablantes à une heure telle que celle-ci l'est pour moi. La garde est-elle là ou êtes-vous seule dans la chambre ? » Je lui dis que nous étions seuls. « Eh bien, à 2 reprises, je vous ai porté tort, je le regrette à présent. La première fois, ce fut en violant la promesse que j'avais faite à mon mari, de vous élever comme ma propre enfant. La seconde fois, elle s'arrêta. Après tout, murmura-t-elle pour elle-même, c'est peut-être sans grande importance. Puis, il se peut que je me remette, il m'est si pénible de m'humilier devant elle. Elle fit un effort pour changer de position, mais n'y réussit pas. Sa figure s'altéra, elle sembla en proie à un trouble intérieur, signe précurseur peut-être des affres de la mort. Soit, il faut en finir. L'éternité est devant moi, il vaut mieux le lui dire. Voyez mon nécessaire de toilette, ouvrez-le et prenez une lettre que vous y trouverez. Je suivis ses instructions. Lisez cette lettre, dit-elle. Elle était courte et ainsi conçue. Madame, voudriez-vous avoir la bonté de m'envoyer l'adresse de ma nièce, Jane Eyre, et de me donner de ses nouvelles. J'ai l'intention de lui écrire bientôt pour la prier de venir avec moi à Madère. La Providence a béni mes efforts et j'ai pu m'assurer l'aisance. Comme je ne suis pas mariée et n'ai pas d'enfant, je désire l'adopter et lui léguer à ma mort tout ce que je laisserai. Je suis madame, etc., etc., John Eyre, Madère. La date de cette lettre remontait à 3 ans. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de cette lettre ? Parce que je vous détestais trop profondément, trop absolument pour vous aider jamais à accéder au bien-être. Je n'ai pu oublier votre conduite envers moi, Jane, la fureur avec laquelle vous m'avez résisté un jour, le ton dont vous avez déclaré qu'il n'y avait personne au monde que vous abhorriez plus que moi, le regard, la voix, qui n'avaient rien de ceux d'un enfant, avec lesquels vous avez affirmé que mon seul souvenir vous rendait malade, et avez prétendu que je vous avais traité avec une indigne cruauté. Je n'ai pu oublier l'impression de frayeur que j'avais éprouvée en vous voyant ainsi vous dresser et déverser le venin de votre âme, comme si un animal frappé ou repoussé par moi me regardait avec des yeux humains, me maudissait avec une voix humaine. « Apportez-moi un peu d'eau, vite ! Apportez-moi un peu d'eau. Ah, vite !» Plutôt. « Chère Mrs. Reed, dis-je en lui offrant le breuvage qu'elle réclamait, ne pensez plus à toutes ces choses, chassez-les de votre esprit. Pardonnez-moi mon langage véhément, je n'étais qu'une enfant alors. Il s'est passé 8 ans, 9 ans depuis ce jour-là. » Elle ne tint aucun compte de ce que je disais. Lorsqu'elle eut bu une gorgée d'eau et reprit le souffle, elle continua ainsi. « Je vous dis que je n'ai pu l'oublier, je me suis vengée. Il m'eût été insupportable de vous voir adopté par votre oncle, vivant dans l'aisance, le confort. Je lui ai écrit que je regrettais la déception qu'il fallait éprouver, mais que Jane Eyre était morte de la fièvre typhoïde à Lowood. Maintenant, faites ce que vous voudrez. Écrivez pour contredire mon assertion, démasquez mon mensonge dès qu'il vous plaira. Je crois que vous avez été mise au monde pour être mon tourment. Ma dernière heure est torturée par le souvenir d'un acte que, sans vous, je n'aurais jamais été tentée de commettre.
Si au moins je pouvais vous persuader de n'y plus penser, ma tante, et de me regarder avec bonté, avec indulgence. Vous avez une nature détestable, continua-t-elle, une nature que, jusqu'à ce jour, je suis incapable de comprendre. Comment, pendant 9 ans, avez-vous pu tout supporter avec patience et douceur et, la 10e année, devenir soudain d'une violence frénétique? C'est ce que je n'ai jamais compris. Je n'ai pas une aussi mauvaise nature que vous le pensez. Je suis passionnée mais non vindicative. Bien des fois, lorsque j'étais petite, j'aurais été heureuse de vous aimer si vous n'aviez pas arrêté mes élans. Je désire ardemment me réconcilier avec vous. À présent, embrassez-moi, ma tante. J'approchai ma joue de ses lèvres. Elle ne voulut même pas l'effleurer. Elle me dit que je l'oppressais en me penchant assis sur le lit et, de nouveau, demanda de l'eau. En la faisant étendre dans son lit, je l'avais soulevée et soutenue de mon bras pendant qu'elle buvait. Je posai ma main sur sa main moite et glacée. Les faibles doigts se dérobèrent à mon contact. Les yeux déjà vitreux évitèrent mon regard. « Aimez-moi ou haïssez-moi à votre gré, dis-je enfin. Vous avez mon pardon total, spontané. Demandez maintenant celui de Dieu et soyez en paix. » Pauvre malheureuse femme, il était trop tard. Ce n'était pas à présent qu'elle pouvait faire un effort pour changer son habituelle disposition d'esprit. Vivante, elle m'avait toujours détestée. Mourante, il fallut qu'elle me détestât encore. La garde entra à ce moment, suivie de Bessie. Je m'attardai encore une demi-heure dans l'espoir de déceler quelques signes d'amitié, mais elle n'en donna aucun. Elle retomba rapidement dans son état léthargique et ne reprit pas conscience. Elle mourut cette nuit-là, à minuit. Aucune de ses 2 filles, ni moi-même, ne fut là pour lui fermer les yeux. On vint nous dire au matin que tout était fini. La toilette funèbre était déjà faite. Elisa et moi allâmes la voir. Georgiana, qui avait éclaté en bruyants sanglots, déclara qu'elle n'osait pas y aller. Là était étendue, rigide, immobile, le corps, autrefois robuste et alerte, de Sarah Reed. Ses yeux, durs comme le silex, étaient recouverts par leurs froides paupières. Son front, ses traits accusés, gardaient encore l'empreinte de son âme inexorable. Ce cadavre était pour moi quelque chose d'étrange et de solennel. Je le considérais avec tristesse, avec amertume. Il n'inspirait aucun sentiment de tendresse, de douceur, de pitié, d'espoir, de soumission, mais seulement un poignant chagrin pour les épreuves de cette femme. Non pour la perte que je venais de faire, et une sombre épouvante, sans larmes, devant l'horreur d'une telle mort. Elisa regarda sa mère avec calme. Après quelques minutes de silence, elle fit remarquer. Avec sa constitution, elle aurait dû parvenir à un âge avancé. Sa vie a été abrégée par les soucis. Un spasme contracta un instant sa bouche. Dès qu'il eut cessé, elle se retourna et quitta la chambre. Je la suivis. Ni elle ni moi n'avions versé une larme. Et c'est la fin du chapitre 21. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture parce que vous avez pu le constater. J'ai trébuché sur cette lecture, mais mes yeux sont trop fermés ou trop secs, je ne sais pas. Oula, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Pardon. Ah là là. Ouf, pardon. Bien. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette lecture et aussi pour les noms de pays, le nom ou nom de pays, le nom, je ne sais plus le titre exactement. Prenez soin de vous, surtout profitez du temps. Je vous souhaite beaucoup de douceur et voilà, de douceur, de tendresse.
pas trop de haine et de colère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt et prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Je voulais dire surtout, pas s'il vous plaît, mais prenez soin de vous. Merci.